Ok. Du coup, je disais, ce soir, on est là pour parler de chaînage et de pairage autour d'un aliment que la plupart des personnes souffrant de troubles de l'oralité mangent, qui sont les pâtes. Je vais vous inviter, du coup, vous n'avez pas vos webcams, à participer dans le chat pour me dire si c'est un aliment que vous mangez. Ou même directement ouvrir vos micros et puis me dire, vu qu'on n'est pas nombreux, on peut faire comme ça aussi. Est-ce que tous les trois, vous mangez des pâtes? Oui. Oui. Et Sébastien? Peut-être pas vu que le micro était coupé. Sébastien, oui, vas-y, tu peux remettre ton micro, Sébastien, et t'as pas besoin de lever la main. Sébastien, il faut que tu actives ton micro, par contre, on ne t'entend pas. Oui, voilà, bonsoir. Bonsoir. C'est pas Ce n'est pas du tout Sébastien, Sébastien, c'est... du coup. Non, je suis sur le compte de mon mari, tout va bien. C'est Anne, en fait, mon prénom. C'est Anne, d'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu manges des pâtes? Oui, alors en fait, je suis là, c'est pas moi qui souffre d'un trouble de l'oralité, c'est mon fils qui a C'est ton bientôt fils, 18 ans d'accord. et qui s'est défilé ce soir, alors je me suis dit que je venais à sa place vous suivre un petit moment. Merci pour tout. Très bien, super. Et donc, ton fils, il mange des pâtes? Oui, 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 oui. Ok, ça marche. Super. Donc, pour commencer, quelques petits conseils pour profiter au mieux de cet atelier. Le premier, vous installer confortablement. On va être ensemble pendant une bonne heure, peut-être entre 1 et demie, suivant les questions que vous avez. Installez confortablement au calme avec votre boisson préférée. Alors, en général, dans ce genre de présentation, on dit tout le temps avec votre thé ou votre café. Je sais très bien que pour les néophobes, le thé ou le café, c'est pas forcément le plus évident. Donc, juste une boisson qui vous va bien. De quoi noter vos idées, tout en sachant que le replay et la présentation vous seront partagés à la fin de cet atelier. Salut Angélique, on a commencé sans toi du coup. Angélique, est-ce que tu nous entends? Donc du coup, de quoi noter vos idées et pensez à couper vos téléphones pour rester focus sur le temps de la session pour profiter au mieux. Une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je souffre de troubles de l'oralité depuis toute petite, mais j'ai posé un mot dessus seulement en 2012 et j'ai été diagnostiquée en 2014. Donc, j'avais plus de 25 ans quand j'ai été diagnostiquée. Ça fait 10 ans que je travaille dessus et à la base, je ne mangeais que du riz, des pâtes, des frites, des yaourts et quelques trucs sucrés. Et aujourd'hui, j'ai ajouté plus d'une vingtaine, je pense, d'aliments à mon alimentation. J'étais paralysée complètement à l'idée de goûter un nouvel aliment. J'étais incapable de faire un geste devant un aliment nouveau. Et aujourd'hui, j'ai appris, grâce notamment au suivi orthophonique que j'ai fait, comment goûter de nouveaux aliments. Et petit à petit, j'incorpore des nouveaux aliments. Et encore ce mois-ci, j'en ai incorporé de nouveaux. Donc, ça continue d'évoluer petit à petit. J'ai créé le blog Phobie alimentaire en 2012 quand j'ai mis un mot sur ma maladie avec justement Angélique qui est là ce soir et Bérénice, une autre personne souffrant de troubles de l'oralité. Nous avons créé le groupe Facebook à la même époque. À l'époque, il n'y avait que des groupes anglophones et du coup, on a créé le premier groupe francophone sur ce sujet, sur lequel aujourd'hui il y a plus de 5000 personnes. Et depuis 2 ans, j'ai créé la page Instagram Phobie alimentaire, par laquelle vous êtes certainement arrivés tous ici ce soir.
Il y a 2 ans, j'ai également auto-édité un livre sur le sujet, sur les troubles de l'oralité chez l'ado et l'adulte particulièrement, que j'ai pu imprimer grâce à une campagne de crowdfunding. Depuis l'année dernière, je suis patiente partenaire, donc j'accompagne les personnes souffrant de troubles de l'oralité, donc à travers des ateliers comme on fait ce soir, à travers notamment des groupes de parole et également à travers des accompagnements individuels pour ceux qui souhaitent travailler sur de nouveaux aliments. Juste un petit rappel de vocabulaire. Salut Angélique, trop contente que tu sois là ce soir. Donc les troubles de l'oralité qu'on voit souvent écrits sous l'abréviation TOA, donc c'est le trouble de l'oralité alimentaire. C'est un trouble sensoriel qui rend difficile l'acceptation en bouche des aliments, notamment à cause de leur texture, de leur goût, de leurs odeurs. On a beaucoup parlé dans les années précédentes de dysoralité sensorielle, qui est un terme qui avait été inventé par Catherine Sénez, mais qui n'est plus utilisé aujourd'hui. Dans la dysoralité sensorielle, il y avait vraiment une notion d'hypersensibilité globale, là où les troubles de l'oralité se concentrent vraiment sur la sphère orale, donc le nez, la bouche, mais qui peut souvent s'accompagner d'autres troubles sensoriels au niveau du corps, les mains, les pieds, les vêtements aussi, pardon. Ça, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup aussi chez les personnes souffrant de troubles de l'oralité. La néophobie alimentaire, ça peut être 2 choses. C'est chez l'enfant un stade normal du développement, entre 2 et 6 ans, et ça passe tout seul entre 6 et 10 ans normalement. Donc c'est la période où l'enfant commence à dire non, à s'opposer au fait de manger des choses inconnues, et qui va se réfugier vers des aliments plutôt connus et rassurants, les féculents, la viande en général, des aliments plutôt industriels. Donc ça, c'est la phase normale chez les enfants. Après, la néophobie, c'est aussi un des symptômes des troubles de l'oralité. La peur de goûter des nouveaux aliments, des aliments inconnus, c'est l'un des symptômes, c'est l'une des manifestations des troubles de l'oralité. Il y a aussi les termes ARFID, donc c'est le terme anglais pour le trouble alors je ne sais plus exactement les lettres, le trouble d'évitement et de restriction d'ingestion des aliments. Voilà, en français, ce que ça donne. Donc ça, c'est le terme américain et plus côté blocage psychologique que sensoriel. Et on trouve aussi depuis quelques années le terme trouble de l'alimentation pédiatrique, donc TAP, qui vient petit à petit remplacer le terme de trouble de l'oralité, mais avec lequel je ne suis pas forcément à l'aise puisque ça se concentre sur les enfants. Et la réalité, c'est qu'il y a quand même des générations et des générations d'adultes qui n'ont pas été pris en soin et qui souffrent encore aujourd'hui de troubles de l'oralité. Nous sommes 4 du coup ici ce soir, enfin 5 avec ton fils Anne puisqu'il est presque adulte, et même la réalité c'est que même la prise en soin orthophonique chez les petits aujourd'hui ne permet pas dans la majorité des cas de faire disparaître complètement ce trouble. Donc moi ça me gêne vraiment cette notion de trouble alimentaire pédiatrique. Donc je préfère continuer d'utiliser le terme trouble de l'oralité. Dites-moi dans le chat si c'est difficile pour vous de goûter de nouvelles choses, de réussir à manger plus varié ou de manger en société. Dites-moi si c'est des choses pour lesquelles vous rencontrez des difficultés aujourd'hui. Oui, oui et oui. Angélique, tu coches toutes les cases. Anne, ton fils aussi. Et pour Maëva, c'est également très difficile. Alors, c'est normal, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, on ne nous a pas appris à goûter. Et souvent, les gens, ils nous disent « Allez, goûte, mange un peu, fais un effort ». Sauf qu'en fait, déjà, ils ne se rendent pas compte de l'effort que ça représente pour nous. Et surtout, ils ne savent pas comment
il faut procéder pour goûter. Et en fait, quand on a un trouble de l'oralité avec une hypersensibilité très très marquée, on ne peut pas juste du jour au lendemain se mettre à manger quelque chose de nouveau. Il faut que notre corps il s'habitue à cet aliment, à ce nouveau goût, à ces nouvelles textures. Et ça ne se fait pas malheureusement du jour au lendemain. Pour autant, il y a des techniques qui existent pour réussir à faire ça plus facilement. Et c'est ça qu'on va voir ce soir. Et c'est pas les bonnes slides, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tac. Voilà, excusez-moi. Hop. Donc, du coup, il y a 3 méthodes qui fonctionnent plutôt bien, que ce soit chez les adultes, chez les enfants, chez les ados, ça marche pour tout le monde pareil. Ce sont les méthodes du pairage alimentaire, du chaînage alimentaire et de l'approche progressive des aliments. Ce sont des méthodes avec lesquelles les orthophonistes travaillent. Les orthophonistes enseignent ces méthodes-là. Il me semble que Amélie, tu as été suivie par une orthophoniste. Oui, je pense que ce sont des techniques qu'elle t'a apprises. Oui. Et même le fait de cuisiner aussi, elle m'a appris. Oui, tout à fait. Ça, en fait, ça va aller dans l'approche progressive. Ça va être une des étapes de l'approche progressive. Mais ça, on va en reparler juste après. Mais en fait, la réalité, c'est que ces méthodes-là, vous pouvez très bien les appliquer à la maison. Il n'y a pas forcément besoin d'être accompagné par une orthophoniste pour mettre en place ces méthodes-là à la maison. Donc, la première méthode, c'est le pairage alimentaire. Le pairage alimentaire, c'est le fait de trouver des aliments qui sont complémentaires à ce que vous mangez déjà. Par exemple, là, on voit le burger, c'est un excellent exemple de pairage alimentaire, puisque bien souvent, les personnes souffrant de troubles de l'oralité mangent du pain. Et du coup, à partir du pain, il y a plein de choses qu'on peut faire, que ce soit les sandwichs, les burgers, les pizzas. Il y a plein de choses à faire. Alors, bien entendu, du jour au lendemain, vous n'allez pas passer du pain au burger qu'il y a sur la photo. Pour autant, ça peut être des étapes à travailler pour arriver jusqu'au burger. Donc ça, c'est le pairage alimentaire. Le chaînage alimentaire, c'est travailler donc, sur l'idée d'une chaîne, trouver petit à petit des éléments qui se rapprochent le plus possible de ce que vous mangez déjà, mais en changeant à chaque fois un seul élément, si possible. Par exemple, à partir des frites, en gardant le même goût et la même forme, la même texture, un goût assez proche, mais en changeant la couleur, on va pouvoir passer sur des frites de patates douces. Donc, bien sûr, c'est pas le même goût, c'est pas tout à fait la même texture, mais on va tomber sur quelque chose de très, très proche. Plutôt que d'aller directement travailler la patate douce, par exemple, sous forme rôtie en cubes, ou d'aller travailler des légumes comme le potiron, le potimarron ou la carotte même. On peut passer par des étapes qui permettent de se rapprocher le plus possible pour commencer le chaînage. Angélique nous dit je recommande les frites de butternut. Eh bien, écoute, j'ai jamais essayé. C'est une bonne idée. Tu fais ça du coup au four ou à la friteuse? Au four. Eh bien, écoute, c'est une très bonne idée. Pour le coup, les patates douces, j'ai vraiment pas aimé. Alors après, bien sûr, après, il y a des histoires de goût. Mais il faut savoir aussi que cette notion de j'aime, j'aime pas, c'est pareil. Le goût, ça se travaille, ça s'éduque et ça s'apprivoise. Donc, c'est pas en goûtant une fois qu'on va pouvoir dire j'aime. En général, les professionnels disent que pour les enfants, il faut travailler 8 à 10 fois un aliment avant de pouvoir dire si oui ou non on aime ça. Il faut savoir que plus on va travailler un aliment, plus on va s'habituer à son goût, en fait. Ça s'éduque le goût. Donc, aussi, cette notion de j'aime pas à la première fois qu'on goûte, parce qu'on nous a toujours dit goûte au moins une fois pour pouvoir dire si t'aimes ou si t'aimes pas. En fait, il faut réussir à se défaire de cette idée-là et réussir à se dire ok, cet aliment, j'arrive à le mettre dans ma bouche, j'arrive à en manger un petit peu, je vais continuer à le travailler, même si je ne suis pas fan du goût, peut-être que ça va venir petit à petit.
Et enfin, la troisième méthode, c'est l'approche progressive des aliments. Donc, l'approche progressive des aliments, elle a été développée par Véronique Leblanc, qui travaille qui est une psychologue, il me semble, qui travaille à l'hôpital Robert Debré, dans l'unité des troubles de l'oralité pédiatrique, donc chez les tout petits. Et donc, ce qu'elle dit, Véronique, c'est ce que mes yeux, mes mains, mes oreilles et mon nez n'ont pas apprivoisé, ma bouche n'y touchera pas. Pour elle, il faut que tous les sens soient à l'aise avec un aliment avant de réussir à le manger, sans que ça soit une lutte pour le corps de réussir à l'avaler. Donc, les étapes, ça peut être de commencer par le toucher, donc sans du tout avoir l'intention de le manger la première fois. On va juste commencer à s'habituer à être à proximité de cet aliment, à réussir à le toucher. Ça peut être aussi même avant ça, de commencer par tolérer l'aliment à la même table que nous. Il y a des aliments pour lesquels ça nous est très très difficile, ne serait-ce que quelqu'un le mange à la même table que nous, et bah tout simplement commencer par tolérer le fait que quelqu'un le mange à côté. Donc, ça peut demander à ce que vous demandiez à votre conjoint ou vos amis d'en manger régulièrement pendant que vous êtes à table à côté. Ça peut être une première étape d'approche progressive des aliments. Après, ça va être d'essayer de le toucher, de le manipuler. Donc, tu disais tout à l'heure, Amélie, la cuisine, effectivement, c'est un très, très bon exercice pour ça, sans avoir du tout d'intention de devoir le manger derrière, mais juste de le manipuler. Donc, le couper, l'éplucher, le faire cuire. Tout ça, déjà, ça va faire que nos mains et notre nez et nos yeux vont s'habituer à côtoyer cet aliment. Ensuite, le sentir. Donc, le sentir, déjà, quand on le manipule, on va déjà commencer à s'habituer et petit à petit, commencer à se rapprocher pour vraiment sentir l'odeur. Puis, le lécher. Donc là, on va déjà commencer à être en contact au niveau de la sphère orale avec l'aliment, mais sans avoir l'intention encore de le manger ou d'essayer de le croquer, de l'avaler. Donc, juste être en contact avec la langue. Ça peut être aussi juste être en contact avec les lèvres dans un premier temps, donc pas la langue, et ensuite se lécher les lèvres pour déjà avoir le goût un petit peu du jus, s'il y en a, ou de la sauce, ou ce genre de choses. Et enfin, essayer de le croquer, puis essayer de le mâcher, et enfin essayer de l'avaler. Et donc, l'idée, c'est que chaque étape doit pouvoir réussir à être effectuée sans que ce soit difficile, avant de tenter de passer à l'étape d'après. Donc ça, ce sont les 3 techniques. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ces techniques avant qu'on passe sur les exemples concrets autour des pâtes? Ok, donc on va continuer. Donc déjà pour commencer, parce que je sais que quand on est néophobe, toutes les pâtes ne se valent pas, toutes les marques ne se valent pas non plus. Dites-moi quelles sont vos pâtes préférées, que ce soit la forme, la marque. Dites-moi chacune quelles sont les pâtes que vous mangez plus facilement que les autres. Anne, je pense que c'est quelque chose que tu as dû connaître avec ton fils aussi. Les torsades, les coquillettes, les capellini. Alors, les capellini, je ne vois pas ce que c'est, tiens. Je vais aller demander à mon ami Google. Hop. Ah oui, c'est comme des spaghettis. Alors, Maëva, sauf les spaghettis, bah moi je suis un petit peu comme toi, j'ai plus de mal avec les spaghettis. Les torsades, les coquillettes et les capellini, du coup. Et pas de préférence pour Amélie. Hop. Ok. Du coup, alors là, on va pas faire de petits groupes puisqu'on n'est que 4. Donc, on va pouvoir juste... Angélique et Anne, vous allez pouvoir remettre vos micros et puis on va pouvoir tout échanger entre nous. L'idée, c'est que chacune, vous commenciez déjà par rapport à ce que je vous ai présenté sur les 3 techniques, à réfléchir à des idées de chaînage ou de pairage que vous voyez déjà comme ça de votre côté avant que moi je vous fasse les propositions.
Donc, vous pouvez tout à fait réactiver vos micros et puis prendre la parole chacune pour des idées soit de pairage, soit de chaînage autour des pâtes. J'aurais dit d'abord les pâtes complètes Ouais, tout à fait. qui ont un goût quand même un peu différent, mais ça reste quand même très très similaire, donc ça passe plutôt bien, j'ai l'impression. Ouais. Alors, ça passe On plutôt bien, ça dépend des gens. Oui, on t'entend. Ah, voilà. Alors, il y a certaines personnes pour qui les pâtes complètes, ça va bien passer. Il y a d'autres personnes pour qui ça va être un vrai travail. Et effectivement, les pâtes complètes, c'est un très bon exemple de chaînage. Bah, pour le coup, moi, j'ai pas du tout aimé hein, les pâtes complètes. J'ai déjà essayé, mais voilà. Après, au niveau d'autres chaînages ou pairages, alors moi, personnellement, j'ai encore trop peur de mettre des sauces, mais j'aimerais bien, au moins, même ne serait-ce que du ketchup, genre juste du ketchup, ça serait déjà bien. Tout à fait. Ça, c'est un bon exemple de pairage. Hop, alors, tac, tac, tac. Du coup, il faut que je trouve la slide. Alors, on a dit chaînage, les pâtes complètes. Et pairage, les sauces. Pour les pâtes complètes, au début, quand j'ai testé, c'était avec une sous-marque et les pâtes étaient très dures sous la dent, ce qui m'a beaucoup perturbée au début. Et après, je suis passée dans une autre marque et là, les pâtes étaient clairement similaires aux pâtes normales. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut déranger aussi pour le coup. Et j'ai retenté et j'ai bien fait du coup. Ouais. Comme quoi, il ne faut pas forcément s'arrêter à la première mauvaise expérience. Tout à fait. Et ça, on va en reparler un petit peu des pâtes complètes. J'ai plein de choses à vous dire là-dessus aussi. Est-ce que vous avez d'autres idées? Des pâtes au pesto? Alors ça va rentrer dans les sauces, ouais. Après, on peut aussi utiliser des épices. Ouais. Du fromage aussi. Non plus, mais... Le fromage, oui, le fromage. Ouais. C'est vrai que moi, par exemple, j'aime bien les Belin de Monaco, les Monaco de Belin, pardon, j'ai inversé. Ouais. Donc, en soi, le goût du fromage ne me dérange pas, mais ça serait plus la texture, tu sais, fondante du coup. Alors, ça c'est pareil, on va en reparler. Gratin. Exactement, le gratin. Tout à fait. Tout à fait. Et on peut avoir plusieurs textures de fromage avec les pâtes. Est-ce que vous avez d'autres idées? Lasagne? Ouais. Les lasagnes, ça va combiner la sauce, le fromage et potentiellement la viande ou les légumes, suivant les versions que tu fais. Donc les lasagnes, c'est pas forcément ce par quoi on va commencer, parce que si tu ne manges ni sauce, ni fromage, ni viande, ni légumes, tu vas pas tout ajouter d'un coup. Mais effectivement, quand tu auras déjà passé d'autres étapes, et c'est là qu'en fait, on va parler de chaînage, puisqu'en fait, il va falloir passer toutes les étapes de chaînage avant d'arriver aux lasagnes, qui est une combinaison de tous les pairages en fait. Moi, ce qui est étonnant, c'est que je mange pas de sauce, ou alors pâte au pesto, que ça en fait. Et les lasagnes, par contre, j'aime bien. Dans les lasagnes, il y a de la sauce tomate. Oui, mais à part ça, c'est ça que je veux Mais dire. du coup, tu pourrais essayer les pâtes à la sauce tomate sans le reste des lasagnes, par exemple. Oui. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour de ce à quoi vous pensez? Ou est-ce que vous avez encore d'autres idées? Ah, peut-être de la crème, avec de la crème? Ouais, alors ça c'est pareil, ça va rentrer dans les sauces. Après, j'ai jamais trouvé de sauce tomate qui me convenait personnellement. C'est pareil, les sauces tomates, il y en a plein. On va en parler un petit peu tout à l'heure des différents types de sauces tomates et comment réussir à trouver notamment des sauces tomates sans morceaux, par exemple. Ok, on passe à la suite? Go. Ou est-ce que vous avez encore des idées?
J'aurais Bah, pensé aux dérivés de pâtes comme les crozets ou les pâtes alsaciennes, Ouais. les spatzels. Alors ça va être dans le chaînage, effectivement. Crozet, spätzle. Alors ça, je sais pas comment on l'écrit. T-R-O-Z-E-T. Non, le spätzle. Ah, le spätzle, ok. Spätzle, quelque chose comme ça, je crois. Je pense que ouais, ça Je suis doit pas être certaine. Mais c'est pas très S-P-E-T-Z-L, dans ce genre-là. C'est pas très grave. Hop. Ah, mais vous voyez plus mon écran, en fait, je réalise. Non. J'écris depuis Non, tout à non. l'heure, mais vous ne voyez plus. On te voit, toi. Bah ouais. Et- J'écrivais toutes vos idées et vous ne voyez pas. Hop, on va mettre ça. Voilà. Effectivement. Ah, du coup, tu avais 2 points en plus. C'est que il y a des choses qu'on a oubliées. Non, j'avais mis 5 et 5, mais enfin oui, il y a plein de choses que vous avez oubliées. Mais ouais, je vais vous présenter tout ça. Hop, je vais repasser du coup en plein écran. Ça sera plus grand. Après, c'est vrai qu'on aurait pu rajouter des viandes, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez souvent difficile chez nous, tout ce qui est viande. Écoute, En bizarrement, dehors je me du rends compte steak que ou... ça dépend des personnes. Il y en a Ouais, qui- pour le coup, moi, la c'est pas viande, du c'est tout quelque un chose problème, que ouais. je mange. Enfin, Ah. je suis là. Ouais. Je mange. Enfin, en vrai, c'est que la viande que je mange avec pas tri classique, mais ouais. Ah, La c'est viande, déjà pas mal. Ça m'a jamais posé de C'est problème. marrant parce que même entre néophobes, on va se jalouser. Ah, toi, tu manges ça. J'aimerais bien manger ça aussi. Désolée, je suis encore un peu malade, je tousse pas mal. Alors, du coup, au niveau des chaînages, hop, au niveau des pâtes, donc vous avez parlé tout à l'heure des pâtes complètes. Donc, comme tu disais, c'est Maëva, je crois, qui disait que tu avais testé plusieurs pâtes. Il existe aussi des pâtes semi-complètes qui, du coup, sont moins foncées et ont moins de goût que les pâtes complètes et sont potentiellement un petit peu moins fermes aussi. Donc, ça peut être une alternative. Comme je vous disais tout à l'heure, le chaînage, c'est vraiment des étapes. Donc, si les pâtes complètes, c'est trop difficile pour le moment, commencer par les pâtes semi-complètes, ça peut être une étape intermédiaire entre les deux, en fait. Donc ça, c'est pour les pâtes. Après, il y a des pâtes d'autres pardon, je perds mes mots, d'autres céréales que la farine, des pâtes de sarrasin, de riz, d'épeautre. Il y a plein. En magasin bio, il y en a des tonnes de différentes. Je sais plus, il y en a. Je suis désolée, je suis fatiguée, j'ai du mal à trouver mes mots ce soir. Mais je sais qu'en magasin bio, il y a d'autres céréales que celles-là que je ne retrouve plus. Il y a aussi des pâtes de légumineuses, comme des pâtes aux lentilles corail, des pâtes, je crois qu'il y en a aussi à la farine de pois chiche. Donc ça peut être très intéressant, notamment pour celles qui ne mangent pas de viande, pour avoir un apport en protéines végétales. Donc ça peut être pas mal. Et il existe aussi les pâtes tricolores. Donc il y a Panzani qui en fait notamment. Alors, sur le papier, c'est goût épinards et tomates. En vrai, elles n'ont pas un goût très très différent d'une couleur à l'autre. La teneur en légumes est tellement faible que le goût est assez similaire. Mais ça peut permettre notamment, si on veut commencer à travailler les pâtes de légumineuses, par exemple, commencer par travailler les pâtes de couleur Panzani là, aux légumes. Ça peut permettre déjà de se dire, OK, je peux manger des pâtes d'autres couleurs. Je peux peut-être ensuite commencer à aller vers des pâtes un peu plus différentes. Donc, encore une fois, ça peut être des étapes intermédiaires plus faciles, mais qui peuvent être intéressantes pour prendre un petit peu en confiance, on va dire. Donc ça, c'est pour les pâtes vraiment. Après, donc tout à l'heure, vous disiez les crozets, les spätzle. Il y a aussi les gnocchis, les pâtes aux pommes, les pâtes aux pommes de terre. Donc ça, c'est une texture qui est quand même assez particulière.
faut savoir que les gnocchis, ça peut être soit les gnocchis à poêler qu'on voit beaucoup dans les pubs ou au supermarché, mais il existe aussi les vrais gnocchis italiens à cuire à l'eau et qui du coup vont avoir une texture qui est quand même un peu plus proche des pâtes. Donc potentiellement pour commencer, ça peut être intéressant par rapport à ça. Ensuite, il peut y avoir, pour ceux qui n'en mangent pas encore, le blé, la semoule et le riz. Donc ça, ce sont des féculents qui changent de forme, mais qui du coup restent du blé à la base, donc des goûts quand même assez neutres pour le blé et la semoule. Pour la semoule, en transition, il existe aussi des pâtes en forme de petites boules qui s'appellent des perles, je crois, qui peut être intéressant pour commencer avant de commencer la semoule. Pour la semoule, il existe aussi différentes tailles de grains. Ne pas hésiter à tester. Angélique, je sais que toi, tu manges pas mal de semoule. Ah oui. C'est ton dada, la semoule. Je sais pas si tu as une technique de préparation, une marque particulière. J'avoue, je prends toujours la même. Après, la plupart du temps, ça a quand même toujours le même goût. Par contre, moi, j'aime bien la semoule fine. Je préfère la semoule fine. Juste parce que c'est vrai qu'il y a différentes entre guillemets, épaisseurs. La semoule fine, moyenne et la semoule, je sais pas, je crois qu'il n'y a même pas vraiment de nom, c'est la semoule normale, entre guillemets. Mais du coup, moi, je prends la fine, je préfère. Enfin, attention, il ne faut pas confondre avec la semoule, vraiment la semoule très fine, tu sais, qu'on utilise souvent dans les pâtisseries orientales, en fait. C'est vraiment de la graine de couscous, quoi. Donc voilà. Après, moi, je sais que j'ai réussi quand même à intégrer la harissa. Donc, s'il y a des gens qui aiment ce qui est épicé, ça peut peut-être être une idée. Carrément. C'est fou ça, d'avoir intégré de la harissa. Enfin, Comment ? On est tous différents parce que moi, tout ce qui est épices, c'est pas possible. Je ressens tout fois 1000, donc. Ah oui. Mais moi, justement, parce que ça, on va en parler justement aussi des épices juste après. Ouais. Moi, justement, dans le sens où, comme je mange vraiment des choses qui ont vraiment pas beaucoup de goût de manière générale, genre frites, pâtes et semoule, et ben, le fait de pouvoir mettre la harissa dans la semoule, ça me fait un petit peu de goût, un peu de peps dans ce que je mange quand même, tu vois. Donc, c'est vrai que d'une personne à l'autre, on est très différents de ce côté-là, chez les néophobes. Et enfin, donc au niveau du chaînage, on peut aussi se diriger vers d'autres céréales comme le quinoa, le boulgour, etc. Voilà, donc ça, ce sont les principales pistes de chaînage. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Non, mais alors par contre, j'ai une petite remarque. Genre, tu vois, moi j'aime bien la semoule, mais il faut qu'elle soit chaude et froide. C'est dur. Du coup, genre, tu sais, j'aimerais bien pouvoir manger l'été du taboulé, voilà, comme tout le monde. Il fait frais, il fait chaud, donc on a envie de manger du frais. Du coup, je sais pas si au niveau du chaînage, pareil, on a des astuces pour manger froid, s'habituer à manger froid. Alors, en fait, ça va, je sais pas si c'est entre le chaînage et le progressif. Tu peux essayer de petit à petit réduire la température. Essayer de le manger un petit peu plus tiède. Commencer à t'habituer à le manger tiède. Et petit à petit, de moins en moins tiède jusqu'à ce que tu arrives à du froid, en fait. Tu vois, on est toujours dans la progressivité, en fait. L'idée, c'est vraiment, et ça va être comme ça pour tout, je ne vous l'ai pas précisé, mais l'idée, c'est pas de passer directement d'une assiette complète de pâtes à une assiette complète, que ce soit de gnocchi, de blé ou de pâtes complètes. Quand on commence à travailler sur un nouvel aliment, et nouvel aliment, ça peut être même ne serait-ce que changer la forme des pâtes ou changer la marque des pâtes, et ben, c'est normal au début de ne commencer que par une toute petite cuillerée. Et si même cette cuillerée, c'est trop gros, ne commencer que par une pointe de fourchette. Et attendre que le fait de manger cette pointe de fourchette, ce soit OK pour vous, complètement OK, avant de commencer à augmenter les quantités progressivement.
Et donc, du coup, ouais, pour manger froid, ça va être la même chose. Ça va être commencer petit à petit à t'habituer à la texture de moins en moins chaude, en fait. Ouais. J'avoue que pour les pâtes, je suis pas encore prête, hein. Bah, pour les pâtes, c'est pareil. Après, c'est les salades de pâtes. Oui, c'est pour Et, ça que je me dis ça peut être voilà, cool aussi, tu vois. c'est un travail, ça peut être un travail sur le long terme, ouais. Mm. Ensuite, pour les pairages, on va avoir 4 grandes catégories qui sont les sauces, les fromages, les viandes et les légumes. Les viandes, donc vous l'avez évoqué tout à l'heure. Les légumes, c'est marrant, personne n'en a parlé. Mais pourtant, il y a aussi des choses à faire là-dessus. Et pour commencer, les aromates et les épices. Pardon. Excusez-moi. Donc, effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les épices. Il y a plein de choses à faire et on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. On peut en mettre juste 3 grains pour commencer. Amélie, tu disais tout à l'heure, moi, je sens tout fois 1000. Moi, c'est la même chose. Je savais quand il y même quand il avait n'y a 3 grains rien. de poivre. Mais oui, même quand Mais il y a même quand il n'y juste a 3 pas grains de poivre ou d'épices. quand il y a un cube différent ou ce genre de choses, ça peut déjà vraiment, vraiment changer le goût. Mais en fait, tout ça, c'est pareil, c'est des choses qui se travaillent. Encore une fois, le palais, il s'éduque et c'est en y allant petit à petit, très, très, très progressivement, que petit à petit, ça va te sembler de moins en moins fort finalement. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent se travailler. Ne serait-ce que changer du beurre à l'huile d'olive, en fait, c'est déjà un pairage. Parce que il faut savoir que il n'y a qu'en France qu'on mange des pâtes au beurre et que si vous voulez voyager à l'étranger, réussir à manger des pâtes à l'huile d'olive, ça peut déjà beaucoup, beaucoup aider. Donc, ne serait-ce que ça, déjà travailler ça. Je sais que pour certains, ça va être facile. Pour d'autres, ça va être une montagne, ne serait-ce que ça. Encore une fois, on est tous différents. Mais c'est déjà quelque chose qui peut beaucoup aider. Et on est déjà finalement sur un travail d'habituation à élargir son panel alimentaire. C'est vrai que pour le coup, l'ail et l'oignon, c'est pas possible, hein. Même sans même au niveau même sans le mettre dans mon assiette, c'est impossible. Est-ce que tu vois, c'est là c'est où les odeurs commencer Excuse-moi, je par te réussir coupe. à le tolérer chez les autres va être une étape essentielle pour toi avant de pouvoir envisager de pouvoir travailler ces condiments-là. Parce que l'autre fois, c'était juste, par exemple, un exemple, hein, on était à le restaurant et il y avait de la purée truffe. Et en fait, mon chéri a goûté avant que je mange. Et il m'a dit, on sent rien du tout. On sent à peine la truffe. Moi, je l'ai goûté. J'ai eu de la truffe jusqu'à toute la soirée. Ouais. Même toute la nuit, même lui, il a fini du coup mon assiette et je l'ai senti toute la nuit. Donc c'est pour, ouais, c'est. Parce que j'avoue que moi, c'est pareil, quand il y a un goût comme ça, nouveau, j'ai l'impression de le ressentir aussi sur la durée, en fait. Parce que le palais n'est pas habitué. Parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est un goût qu'il n'est pas habitué à gérer. Et du coup, le cerveau va tourner en boucle dessus parce que c'est quelque chose qu'il ne sait pas comment gérer, en fait, tout simplement. Donc oui, c'est normal. Et je pense que on a tous des niveaux de sensibilité différents. Et justement, un des critères de diagnostic des troubles de l'oralité, c'est cette hypersensibilité. Donc, c'est normal, en fait, Amélie, que tu le ressentes plus fort que ton copain, parce qu'en fait, tu n'as pas le même niveau de capteur sensoriel dans la bouche, en fait, tout simplement. D'accord. Donc, au-delà du fait que tu ne sois pas habitué, tu as aussi plus de réceptivité aux goûts et aux odeurs que la normale, avec des gros guillemets, que la moyenne, en fait. En fait, c'est un peu un super pouvoir. Bon, j'aimerais pas Ouais, c'est un super pouvoir dont on ne sait pas se servir comme il faut, tout à fait. Exactement. Les aromates et les épices, ça va être aussi le basilic, par exemple, qu'on trouve beaucoup, beaucoup dans les recettes italiennes.
Donc, le basilic, c'est des feuilles. Alors, quand elles sont en entier comme ça, c'est très difficile de réussir à envisager de pouvoir les manger. Mais si on les coupe en tout petits morceaux, bah déjà, ça peut devenir un petit peu plus envisageable pour commencer. Donc moi, en fait, ce que je fais quand j'ai du basilic dans mon assiette au restaurant, bah, je le coupe en tout petits morceaux, je mélange avec toutes les pâtes et du coup, ça passe. Et là où c'est intéressant de travailler ce genre de choses, c'est que derrière, bah, on commence à manger des feuilles et du verre. Et du coup, les feuilles et le verre, c'est une porte ouverte vers d'autres pairages ou chaînages derrière, vers les légumes. Donc ça peut être très intéressant. Le basilic, ça a une odeur très, très forte. Mais un goût qui n'est pas si fort. Et si c'est une odeur qui ne vous déplaît pas, ça peut être très intéressant de commencer à le travailler justement avec les pâtes comme ça, en petits morceaux. Je ne sais pas si c'est une odeur que vous connaissez Si, déjà et que vous savez dire, bah voilà, t'adores, ça mais sent aujourd'hui, vraiment t'en manges bon. pas. Ben, j'ai déjà mangé, tu sais, parce que j'avais fait pousser du basilic avec mon fils. Et j'ai goûté les feuilles telles quelles. Et j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que je me suis jamais dit, tiens, je vais en mettre dans mes pâtes. Même si je sais que ça se fait et Et bah, que du coup, tu d'ailleurs le peux pesto essayer. est fait à Bah base oui, de le basilic. pesto, effectivement, c'est à base de basilic. Mm. Mais ça, tu pourrais carrément essayer du coup. Et si c'est Vraiment, une ouais. odeur que tu aimes, c'est Amélie tout à l'heure qui disait que tu aimais le pesto, c'est ça? Oui, pour le coup, j'avais déjà du coup vu que en fait mon chéri m'aide beaucoup, il sait que le pesto c'est pareil que le basilic, donc du coup il m'a fait goûter le basilic et pour le coup oui, c'était la même chose, c'était aussi doux en fait, donc Mhm. Et toi, Angélique, le pesto, tu le manges pas aujourd'hui? Non, non, non. Parce que toi, tu manges pas Mais de c'est pesto. vrai Bah, tu vois, que du du coup, coup, je me dis, je pourrais peut-être tester ça. Mm. ouais, commencer par des petits morceaux de feuilles de basilic dans tes pâtes, Mm. pour commencer. Et ensuite, petit à petit, travailler le pesto. Et alors, les sauces, on va en reparler juste après. Mais au début, tu commences pas par une assiette de sauce comme la photo qu'on voit là à l'écran. Tu commences par 3 petites gouttes de pesto dans tes pâtes. Et Ouais, petit à petit, tu augmentes. ouais, Donc ça peut carrément être une piste de travail intéressante. carrément. Voilà pour les aromates. Pour les sauces, donc effectivement, il n'existe pas que le ketchup, la mayo et la crème fraîche. On a parlé pas mal du pesto. Il y a aussi les sauces au curry qui peuvent être plus ou moins douces. Il y a la sauce soja. La sauce soja, c'est sucré. Et du coup, en général, ça passe bien. C'est un petit goût caramélisé, c'est pas mal. Avec le riz, notamment. On voit beaucoup mais ça justement c'est dans les trop sucré restos. pour moi, pour le coup. Ah ouais, c'est marrant ça. T'es la première à me dire que quelque chose est trop sucré. En général, les néophobes ont plutôt un Ouais. bec sucré et sont Bah, plutôt quand portés c'est sucré trop que salé. sucré, par exemple le ketchup, je le trouve trop sucré. Enfin, j'avais goûté il y a Ouais. très longtemps, hein, mais c'est trop sucré. Et la sauce soja aussi, du coup. Après, je pense La que sauce, pour le la ketchup, sauce soja, il y a du. Excuse-moi, Angélique, je termine. La sauce soja, il y a de la sauce soja sucrée et de la sauce soja non sucrée, par contre. D'accord. Donc, ouais, Mais il y ouais, a la acide et la salée. pour le ketchup, j'allais dire peut-être que ça dépend des marques aussi, je sais pas. Ouais, tout à fait. Ça On a dépend des peut-être marques. différents. Et il y a aussi maintenant, puisqu'on est beaucoup dans le réduit en sucre et tout, il existe aussi des ketchup réduits en sucre, voire sans sucre. Donc, ça peut être aussi une alternative. Mm. Voilà pour les sauces. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, on commence par une mini quantité. On trempe la pointe de sa fourchette dans la sauce et on mélange à sa bouchée de pâte. On ne sert pas directement une plâtrée de pâte avec plein de sauce dedans parce qu'en fait, bah, si ça passe pas, du coup, on va se mettre tout seul en échec à se dire, bah non, j'ai pas réussi à manger mes pâtes. Non, la sauce, on la met à part. On trempe un tout petit peu de sauce dans la bouchée de pâte qu'on veut manger. Et comme ça, si ça ne se passe pas bien derrière, on peut remanger une bouchée de pâtes nature, comme on a l'habitude de les manger, avant de retenter 2-3 bouchées plus tard, voire au prochain repas si vraiment c'est trop compliqué. Et on peut aussi jouer sur les températures. Tout à l'heure, Angélique, tu nous disais, moi, la semoule ou les pâtes, j'arrive pas à les manger froides. Bah, les sauces, c'est pareil. En général, c'est froid. Et du coup, c'est plus compliqué parce que vous n'avez pas l'habitude de manger froid. De manière générale, les néophobes mangent plutôt des choses chaudes. Et du coup, avoir un mélange chaud-froid avec sa sauce, ça peut être quelque chose qui est difficile parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais du coup, que ce soit la sauce tomate, le pesto ou d'autres sauces, on peut tout à fait les réchauffer.
Et dans ces cas-là, il n'y aura plus cette différence de température et ça pourra potentiellement être plus facile de les manger. C'est vrai que la glace, par exemple, même si c'est pas le thème, hein, mais moi j'ai eu énormément de mal à la manger. Et encore aujourd'hui, quand c'est trop froid, c'est compliqué. Ouais, tout à fait. Les températures, ça joue aussi. Toutes les informations sensorielles au niveau de la bouche jouent et les températures font partie de ces informations. Donc, c'est aussi un des paramètres sur lequel on peut travailler justement pour voir comment on peut réussir à atteindre l'objectif. Comme on disait tout à l'heure sur les pâtes ou sur la semoule, pardon, y aller graduellement. Pardon. Donc, dans les sauces, il y a effectivement la crème fraîche dont vous aviez parlé tout à l'heure. Les crèmes fraîches, comme on disait tout à l'heure pour d'autres choses, il y a plusieurs types de crème fraîche. C'est pas parce qu'on en teste une et que ça ne se passe pas bien qu'il faut s'arrêter là. Déjà, on peut tout à fait réitérer l'expérience plusieurs fois. On peut aussi en tester plusieurs. Il y en a qui sont fluides, il y en a qui sont épaisses, il y en a qui sont plus ou moins chargées en matière grasse et du coup vont avoir des goûts un peu différents. Il y avait une question ? Non. Non. Voilà pour la crème fraîche. Encore une fois, on peut tout à fait la chauffer. Si le fait de juste la mélanger aux pâtes, ça ne la réchauffe pas suffisamment, n'hésitez pas à réchauffer votre plat ou préchauffer la sauce avant pour que du coup ça soit moins difficile. Les sauces tomates, donc on en parlait tout à l'heure. Les sauces tomates, il existe plein de types de sauces tomates. Pour commencer, je vous recommande plutôt les coulis de tomates qui sont vraiment hyper lisses, qui ne sont pas sucrés comme le ketchup, mais qui ne vont pas du tout avoir de morceaux et qui vont avoir un goût assez doux. Et c'est industriel et qui du coup vont avoir toujours le même goût. Donc ça, c'est pour commencer le tomate coulis ou le coulis de tomate. Ça peut être pas mal. Après, il y en a qui sont aromatisés au basilic. Si vous aimez bien déjà le basilic, ça peut aussi être une alternative intéressante. Il y en a qui ont des morceaux de tomates, il y en a qui ont des morceaux de tomates et d'autres légumes. Donc voilà, regardez bien les différentes sauces qui existent pour réussir à trouver celle qui peut vous convenir. N'hésitez pas à en tester plusieurs aussi pour réussir à trouver celle qui vous convient. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur la sauce tomate ? Oui, c'est après pour les viandes. La sauce tomate, ça va aussi être une porte d'entrée en chaînage, du coup, vers derrière la bolognaise, par exemple. Les sauces au fromage, donc on va parler du fromage juste après, je crois. Mais il y a aussi des sauces au fromage, donc qui pour le coup n'ont pas la même texture que le fromage fondu. Donc il y a des sauces aux 4 fromages qui sont assez fortes, mais il existe aussi des sauces avec moins de fromage et du coup potentiellement un petit peu moins de goût. Donc ça peut être intéressant. Et enfin, les pestos. Donc, le pesto, il y a le pesto classique de basilic, le vert, mais il y a aussi des pestos d'autres légumes que vous pouvez trouver si vous voulez faire des chaînages. Pour toi, Amélie, par exemple, qui mange déjà du pesto, derrière, tu peux faire du pesto d'épinards, par exemple. Je savais pas que ça existait. Ouais, il en existe plein. Alors, je ne sais pas s'il en existe comme ça en supermarché tout fait, mais tu trouveras plein de recettes sur Internet. D'accord. Donc ça, voilà, je sais qu'il y a épinards, il y en a aussi à la mâche, je crois. Voilà, il existe pas mal de légumes verts qui permettent de faire du pesto. Donc ça, tu pourras trouver des recettes. Et il existe aussi des pestos rosso, donc pesto rouge. Et donc, du coup, qui a un goût assez proche du pesto, mais pas tout à fait, mais qui n'est pas encore tout à fait la sauce tomate. Donc, ça peut aussi être un entre-deux vers la sauce tomate. Voilà pour les sauces. Pour les viandes, donc je vous parlais tout à l'heure de la bolognaise avec la viande hachée à partir de la sauce tomate. Ce qui est intéressant pour ça, c'est la sauce Picard bolognaise qui est assez… donc il y a un petit peu de viande, mais assez peu finalement. Donc pour commencer… Avant d'aller vers une vraie bolo où il y a vraiment plein de viande, ça peut être intéressant, encore une fois, en étape intermédiaire.
Les lardons, le jambon dans les pâtes carbo avec la crème. Donc, encore une fois, étape 1, commencer par la crème. Étape 2, incorporer la viande. Le classique jambon coquillette qu'on trouve dans tous les restos un peu chic français bistrot. Donc, ça, c'est le jambon. Et puis, les boulettes de viande aussi. Je ne sais pas si je vous dis La Belle et le Clochard, si ça vous parle, mais les spaghettis boulettes. Voilà, donc ça peut être des idées pour incorporer la viande. Donc, encore une fois, en général, on va d'abord passer par l'étape sauce avant de pouvoir envisager d'incorporer la viande. Amélie, tu disais que tu mangeais pas mal de viande. Est-ce que tu as d'autres idées de viande qu'on peut associer avec les pâtes? Les lasagnes, du coup. Ouais. Les lasagnes, je crois que je les ai mis dans les plats à la fin. Mais oui, tout à fait. Après, les raviolis aussi, peut-être. Ouais, raviolis, c'est vrai. Ouais. Même raviolis au pesto, raviolis basilic ou pesto. Ah, voilà, ils sont là. Tout à fait. Les raviolis, il n'y a pas que les raviolis à la viande. Il y en a plein. Aujourd'hui, dans le rayon pâtes, il y a un énorme rayon raviolis avec plein de pâtes fourrées, de plein de goûts différents. Les raviolis, ça peut être une porte d'entrée intéressante aussi pour les épinards. On trouve souvent des raviolis ricotta épinards. Donc ça peut être pas mal pour commencer pour celles qui veulent manger des légumes. Les lasagnes, donc comme tu disais, et effectivement les gratins. Donc les gratins, on en parlait tout à l'heure sur la texture du fromage. Les gratins, pour commencer, c'est Angélique, je crois, qui disait qu'il mangeait des belins. Les Monaco de belin. Oui, les Monaco, oui. Ouais. Donc les Monaco, c'est du fromage gratiné, effectivement. Si tu veux aller vers ça, ce que je peux te conseiller comme première étape, ça va être de commencer à travailler d'autres biscuits apéritifs déjà. Les flûtes au fromage, par exemple. Où il va y avoir déjà voilà, du fromage qui a un petit peu plus le goût de fromage que sur les Monaco. Et après, les allumettes au fromage, tu peux les faire maison aussi. Tu trouveras des recettes sur Internet. J'en ai déjà fait aussi. Voilà, ça permet d'avoir vraiment le côté gratiné du fromage. Et une fois que ça s'est passé, du coup, tu peux passer sur le gratin de pâtes où pour commencer, tu mets juste tes pâtes et du fromage sur le dessus pour avoir le côté gratiné. Ouais. En fait, ce qui me fait peur dans le gratin de pâtes, c'est que ça change la texture des pâtes en elles-mêmes. C'est pas tant le fromage dessus. Alors, dans ces cas-là, t'en fais un peu plus et tu manges les pâtes qui sont au milieu du plat et tu prends pas les pâtes qui sont sur l'extérieur. Ouais, ok. Parce que c'est les pâtes sur l'extérieur du plat qui vont croustiller un petit peu, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc dans ces cas-là, effectivement, tu laisses un petit peu le bord et tu manges plus les pâtes à l'intérieur. Ok. Et à l'intérieur, elles vont pas trop bouger normalement. Et si tu fais que du fromage sur le dessus, tu le mets dans un four bien chaud, le plus chaud possible, tout en haut du four. Comme ça, il va gratiner vite et du coup, tes pâtes, elles vont moins surcuire en fait. Oui, ok. Et n'hésite pas à les cuire un tout petit peu moins que nécessaire parce qu'elles vont continuer à cuire du coup dans le four. Bah oui, du coup. Donc, tu les cuis un tout petit peu moins, tu les sors bien al dente pour qu'elles ne soient pas trop cuites une fois que tu as cuit ton gratin. Et donc, du coup, l'étape 1, c'est de ne mettre du fromage que sur le dessus. Et l'étape 2, c'est d'en mettre à l'intérieur et sur le dessus. Et en fait, tu verras que dans l'étape 1, ton fromage gratiné, le dessous de la couche de fromage, il va être encore un petit peu fondant. Donc là, déjà, tu vas commencer à appréhender petit à petit le fromage fondant. Et après, du coup, en étape 2, tu pourras mettre du fromage à l'intérieur et commencer à appréhender le fromage fondu. Ouais, c'est une bonne idée. Voilà. D'ailleurs, rien à voir. Il faut réussir à découper en étapes. Ouais, vas-y, Amélie. Pardon, tu connais pas de livre qui répertorie des recettes classiques comme pour les néophobes, du coup? Alors, pour les néophobes, non. Moi, je me sers beaucoup des livres de recettes pour enfants. Moi, j'aime bien le compte Cooking for My Baby que je vous avais partagé il n'y a pas très longtemps sur Instagram. C'est des recettes. Alors, à la base, c'est de diversification, mais c'est pas que des purées. Il y a aussi pas mal de recettes de plats, de vrais plats, en fait. Mais un peu simplifié pour les enfants. Et du coup, simplifié pour nous, ça marche très bien, en fait. Et du coup, ça, j'aime bien les recettes comme ça pour
pour démarrer les morceaux et les légumes pour les enfants, parce que du coup, c'est des trucs qui sont simples, c'est des trucs qui sont en général ludiques, et du coup, moi, ça me correspond bien. Donc, en général, je regarde plutôt vers là. Et puis, sinon, après, tu as les trucs simplissimes. Je ne sais pas si tu connais les livres de recettes simplissimes, où tu as des recettes très basiques, en fait. Donc, du coup, ça peut pas mal aider aussi. Et le compte, c'est Cooking for My Baby. Je te le mets dans le chat si je retrouve ma souris. Hop. Merci. Tac. Et c'est des recettes simples quand même? Il y a de tout. Il y a du simple et du un peu plus élaboré. En général, elle essaye toujours de mixer un légume avec des féculents. Et moi, c'est ça qui me plaît bien parce que ça me permet de trouver des idées pour merci Anne pour le partage du lien. Ça me permet de trouver des idées pour les légumes parce que moi, mon gros cheval de bataille en ce moment, justement, c'est les légumes, c'est réussir à manger plus de légumes. Et du coup, ça donne des idées, quoi. Cube et petits pois aussi, effectivement, c'est une très bonne référence. Donc là, Angélique nous a partagé son site internet, elle est aussi sur Instagram. Et elle partage aussi des recettes assez ludiques. Donc c'est pas mal pour avoir, trouver des idées de trucs qui donnent envie et pas juste se dire je dois manger des légumes, donc je vais manger des petits pois qui sortent de leur boîte, quoi. Parce qu'en général, c'est plutôt à ça qu'on pense et c'est là où c'est plus difficile. Donc pour les légumes, dans les pâtes, le classique italien, c'est les tomates. Donc les tomates, il y a deux options. Il y a les tomates crues, les tomates cuites. Moi, je trouve personnellement que les tomates cuites sont plus faciles parce qu'on a une texture plus fondante qui du coup se sent moins quand tu le mélanges avec les pâtes. Là où la tomate crue, va y avoir le jus, va y avoir le côté croquant, va y avoir les pépins. Du coup, voilà, c'est plus d'informations. Moi, pour le coup, les tomates, c'est impossible. Vraiment, c'est compliqué la tomate. Hein. Et encore plus la tomate crue, parce que la tomate crue, tu as le croquant, les pépins, le jus. C'est assez compliqué. La tomate cuite, déjà, pour commencer, moi, je trouve ça plus facile parce que déjà, on n'est pas sur une texture croquante, on est sur une texture beaucoup plus fondante. Et les textures fondantes, c'est des choses qu'on connaît mieux, en général. Parce que du coup, le jus, il est parti. Les pépins, ils sont partis dans le jus de cuisson. Et du coup, c'est un peu plus facile. Mais encore une fois, c'est des choses qui peuvent se travailler. La tomate, si tu réussis déjà à manger la sauce tomate, donc la sauce tomate que tu manges déjà dans les lasagnes, commencer petit à petit à travailler ça, commencer à travailler la vraie sauce tomate, pas le ketchup, et derrière, commencer à avoir des sauces tomates avec des morceaux de tomates. Déjà, tu vois, petit à petit, tu vas être dans des étapes de chaînage, en fait, par rapport à la tomate, et arriver petit à petit à la tomate cuite, puis derrière, éventuellement, la tomate crue. Après, ça peut être bien aussi d'essayer sur de la pâte à pizza, la sauce tomate. après, je mange déjà pizza margherita, c'est la seule pizza que je mange pour le coup. Mais c'est vrai que la tomate, même visuellement, c'est assez. Ouais, ça te rebute. C'est assez horrible. Voilà, c'est ça, tu vois, tu l'as dit toi-même, ta première étape, ça va être de t'habituer à la voir, en fait. Et ça va être d'essayer de la regarder le plus possible. Donc, quand tu as des gens qui en mangent, qui sont à table avec toi, essayer de justement t'habituer à la regarder. Et tant que cette étape-là ne sera pas passée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les étapes d'habituation progressive, tant que cette étape de la vue ne sera pas passée, de toute façon, tu ne pourras pas passer à l'étape suivante. Après, c'est peut-être une idée. Après, j'en sais rien. J'ai jamais testé moi-même. Enfin, quoi que si, ça, j'ai déjà essayé. Mais les tomates cerises, ça peut être sympa aussi de se dire, on va commencer par tout petit. Tu vois. Alors, effectivement, tout petit, tomates cerises ou tomates coupées en tout petits morceaux. Ouais, aussi. C'est très, très compliqué, vraiment. Ouais, mais tu vois, et tant que tu en es là, en fait, c'est que tu n'es pas prête à travailler la tomate. Et c'est qu'il faut que tu travailles sur justement apprivoiser la compagnie de la tomate avant de penser à travailler, à goûter la tomate.
On peut aussi avoir les champignons dans les pâtes. Il y a pas mal de recettes avec ça. Champignons crème. Donc les champignons, le plus basique, c'est les champignons de Paris. Après, il existe plein d'autres champignons. Tu parlais tout à l'heure de la truffe. La truffe, c'est quand même un goût. Alors, c'est très, très à la mode en ce moment, mais c'est quand même un goût assez fort et qui reste, comme tu disais en bouche tout à l'heure, qui reste en bouche assez longtemps. Mais le champignon de Paris a beaucoup moins de goût. Pour commencer, ça peut être en général un peu plus facile. Le champignon a quand même texture un petit peu élastique, un peu particulière à apprivoiser. Et puis après, on peut partir dans les légumes verts avec les pâtes. Donc brocolis, courgettes. J'ai trouvé plein, quand je cherchais des exemples de recettes de pâtes aux légumes, j'ai trouvé plein de recettes avec des brocolis. Je n'en suis pas encore là. Je pense que vous non plus, mais voilà, peut-être commencer par la courgette qui a beaucoup moins de goût, moins d'odeur avant d'aller vers le brocoli. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut tout à fait travailler avec les pâtes. Que ce soit en pâte chaude ou en pâte froide d'ailleurs, puisqu'il y a aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais les salades de pâtes, justement. Pâte froide avec des légumes. Et donc ça, commencer par s'habituer à manger les pâtes froides toutes seules avant d'aller mélanger avec des légumes pour pouvoir faire une salade. Même avec, il y a des salades de pâtes avec du thon ou des trucs comme ça. Oui, tout à fait. Oui, légumes ou viande. Tout à fait. Ouais. Du thon, des œufs durs. Plein de choses aux odeurs tout à fait faciles à accepter. Voilà, on a fait le tour. Est-ce que tout ça, ça vous inspire? Alors, Amélie et Angélique m'ont dit 2-3 fois c'est une bonne idée, ça je pourrais travailler. Maëva et Anne, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Est-ce que ça vous inspire? Anne, tu vas devoir nous laisser. Écoute, merci pour ta présence. J'enverrai le replay. De toute façon, là, on va passer aux questions. On a quasiment terminé. Mais si tu as des questions, surtout, n'hésite pas à me contacter s'il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de voir ensemble ce soir. Ouais, c'est très gentil, merci. Et puis, bonne soirée à tout le monde et je vous embrasse depuis la Suisse. Merci. Bonne soirée. Et Maëva, du coup, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Y a des choses qui me tentent plus que d'autres. Je pense que j'arrive plus à goûter tout ce qui est fromage et peut-être sauce plutôt que légumes et viande. Je pense que viande, je fais vraiment un gros blocage là-dessus. Et les légumes, on peut aussi. Ouais. Et pour le coup, les sauces peuvent être un bon liant et une bonne étape avant de passer justement à ça. Donc, commencer par les sauces, c'est effectivement une très bonne piste pour pouvoir aller vers ça derrière. Quand je vous montrais tout à l'heure les exemples de viande, si tu regardes, il n'y a pas une seule viande qui est juste avec des pâtes sans sauce finalement. Donc, dans tous les cas, il faut forcément passer par l'étape sauce avant en général. Yes. Par contre, il y a un truc que je fais qui me paraît, un peu, peut-être pas bizarre, mais j'y arrive mieux comme ça. J'arrive à manger des pâtes avec des sauces crème fraîche, fromage et tout, mais j'ai trouvé une sauce dernièrement en magasin qui combine crème fraîche et sauce tomate et basilic. Et je pense, j'en mange, donc ça va. Sauf qu'avec cette sauce, en fait, je l'incorpore à mes pâtes et ensuite je les fais revenir à la poêle pour que ça ait un côté un peu croquant, sinon j'arrive pas à les manger sans ça en fait. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses que je fais comme ça depuis l'enfance, les pâtes et tout. J'aime pas la texture trop molle en fait, j'aime bien quand ça croustille. Et de ce que j'ai entendu, ça a pas l'air très commun ici. En effet. Alors effectivement, mais encore une fois, c'est une question de texture, tu l'as dit toi-même. Et du coup, si toi, c'est une texture avec laquelle tu es plus à l'aise, il n'y a rien d'anormal à ce que toi, tu ailles vers plutôt des recettes qui vont aller dans le sens de la texture avec laquelle tu es plus à l'aise, en fait. Ok. Ouais, parce que les gratins, du coup, j'ai aucun problème. Là, j'ai goûté une tartiflette pour la première fois et j'avais un peu peur quand mon copain a sorti le reblochon, qu'il l'a coupé en deux et qu'il l'a posé vraiment sur les pommes de terre. Je me suis dit, mais je vais jamais pouvoir manger ça. Et au final, c'était tellement croustillant et ça avait vraiment juste le goût de fromage et du coup, c'est passé tout seul. Et du coup, la tartiflette, tu te l'as faite sans lardon? Sans lardon et sans oignon, du coup. Et sans oignon, ouais.
Ok, très bien. Bah, tu vois, encore une fois, on est sur des étapes. En fait, c'est des choses que vous faites déjà sans vous en rendre compte, finalement, ces techniques de chaînage et de pirage. Puisque là, typiquement, ta tartiflette, c'est l'étape 1 vers des lardons plus tard, tu vois. Oui. Et ça peut être, au début, une tartiflette avec 2 morceaux de lardons. Et pas du tout la quantité de lardons qu'on met normalement dans une tartiflette. Mais tu vois, petit à petit, c'est comme ça que tu vas pouvoir aller vers des viandes, en fait. Yes. Et ça peut être Et même... tu- Ouais, excuse-moi, Amélie, je termine sur Non, la mais tartiflette. Ça peut être même pour commencer, si tu t'en sens capable un jour, de faire une tartiflette normale et de trier et d'enlever les lardons toi-même. Mais comme ça, tu vois, ça aura déjà pris un tout petit peu le goût. Et du coup, petit à petit, tu vas t'habituer. Et pareil, dans cette étape de je retire moi-même, bah déjà, j'accepte que les lardons aient été en contact avec la nourriture que je mange, de 1. Et de 2, je côtoie de plus en plus proche, puisqu'en fait, ils sont déjà dans mon assiette, même si je ne les mange pas. Donc, tu vois, dans cette histoire d'habituation progressive à l'aliment, bah là, déjà, tu passes des étapes avant même de te dire je vais les manger. Et c'est vrai que c'est vraiment bien cette idée d'étape parce que j'ai tendance à me braquer très Mais oui. vite. Et là, le fait de me dire, il suffirait juste d'observer, par exemple, quelqu'un cuisiner un aliment avec lequel je suis pas très à l'aise. Et le fait que ça puisse suffire, bah, ça me surprend et ça me rassure en même temps. Dans le Tout à sens où je fait. peux vraiment commencer petit, quoi. Et je ne sais pas si vous voyez cette... Pourquoi je n'arrive pas? Attends, hop. Est-ce que je peux faire une nouvelle fenêtre? Voilà. Hop. Cette image de l'escalier. Attends, comment je vais retrouver ça? Hop. Tac, tac, tac. Je ne vais pas réussir à le retrouver. Mais en gros, on dit toujours, quand on veut atteindre quelque chose, on regarde toujours le haut de l'escalier et du coup, ça nous semble complètement impensable d'y arriver. Mais en fait, si on regarde juste la première marche, on se dit, OK, cette marche, je peux la monter. Bah, en fait, cette technique, c'est tout à fait ça. C'est se dire, le fait de goûter et de manger l'aliment, c'est le haut de l'escalier. Et pour l'instant, je ne suis pas capable d'atteindre ça. Mais en fait, avant d'atteindre ça, il va falloir de toute façon que je monte toutes les marches. Donc, mon objectif, ça ne va pas être le haut de l'escalier, mais ça va être de monter la première marche. Et monter cette première marche, ça va être déjà de réussir à regarder une tomate. Ça va être déjà de réussir à cuisiner les lardons. Ça va être déjà de réussir à avoir, je dis n'importe quoi, des brocolis dans mon assiette. C'est ça, toutes ces petites marches, en fait. Amélie, tu avais une question, je crois. Oui, je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous cuisinez toutes? Oui, bah moi, de toute façon, j'ai pas le choix. Pour info, j'ai 35 ans et en plus, je suis maman, donc j'ai pas le choix que de cuisiner. Et franchement, pour le coup, moi, j'adore cuisiner. J'aime beaucoup ça. J'ai vraiment pas de problème pour cuisiner des aliments Ah, que je c'est ne mange pas, étonnant en ça. fait. Donc, ouais, C'est qu'il moi, y a déjà perso, cette j'adore. première étape qui a été bien acquise. Et du coup, Mm. potentiellement, pour la suite, s'il y a des choses que tu veux travailler, bah, c'est que tu as déjà des étapes qui sont franchies. Donc, ça va potentiellement Ouais, être un petit peu plus facile pour toi que pour d'autres ouais, personnes qui n'arrivent même pas à regarder ou toucher des aliments, en fait. ouais. Alors après, bien sûr, il y a des choses avec lesquelles je suis un peu moins à l'aise, Bien sûr. genre le poisson, ça sent fort et j'aime pas la texture, donc rien que le toucher, ça me dégoûte, mais je le fais, il n'y a pas de souci. Et genre certaines viandes, enfin voilà, toucher la viande, ça c'est un peu, ça me met un peu mal à l'aise, mais en soi, je le fais et je suis pas, comment dire? Je suis pas mal, physiquement, je veux dire, en le faisant, quoi. Contrairement à là où je vais devoir, par exemple, goûter, là, je vais vraiment avoir, les bouffées de chaleur et tout, donc non, de ce côté-là, ça va. Cuisiner, ça va. Bah, c'est bien. Tu as déjà quand même pas mal d'étapes de franchies quand tu es capable de cuisiner des Mmh. aliments. Donc, Ouais. ça, c'est déjà pas mal. Mmh. Parce que moi, non, du coup, c'est pour ça que je dis ça. Mmh. Ouais, alors pour répondre à ta question, moi je cuisine assez peu. Enfin,
J'aime bien faire de la pâtisserie, par exemple. J'aime bien faire quelques plats de temps en temps, mais de manière générale, je cuisine assez peu. Et je suis pas très à l'aise à cuisiner ce que je mange pas. Il y a des choses que je vais réussir à faire, mais la plupart du temps, ça va être très compliqué. Enfin, ça va être un gros effort pour moi de le faire, de cuisiner des choses que je ne mange pas. Comme Angélique, je suis maman, mais pour le coup, Picard est mon meilleur ami. Picard me permet de faire manger des légumes à ma fille sans que j'ai besoin de les préparer, et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, il y a quand même des alternatives qui existent. Après, comme disait Angélique, je pense qu'il y a une part de on n'a pas le choix, dans le sens où c'est très difficile de trouver des plats préparés qui conviennent à nos spécificités. Par exemple, moi j'adore le gratin dauphinois, mais j'adore le gratin dauphinois que je fais moi. Le gratin dauphinois que je vais acheter en supermarché ou à Picard, justement, il n'a pas tout à fait le même goût et du coup, j'arrive pas à le manger, par exemple. Et du coup, il y a des choses que je suis un peu forcée de cuisiner pour que ça corresponde à ce que moi, j'arrive à manger finalement. Après, pour le Donc, coup, moi, c'est mon... Enfin, du coup, j'ai peut-être de la chance, enfin, sûrement d'ailleurs, mais en fait, c'est mon chéri qui cuisine, du coup, et qui cuisine en ouais, fonction de mes goûts, pour le coup. ça, c'est super cool, ouais. Et effectivement, je pense que tu as de la chance parce que c'est pas la majorité des hommes qui cuisinent quand même, on va pas se mentir. Donc ouais, sur ce coup-là, je pense que tu as pas mal de chance. Et c'est pour ça, du coup, que moi, on m'a donné le Cookéo, donc je vais essayer de faire quelque chose avec. C'est déjà... Ça me facilite, mais après, c'est Ce vrai qui est que bien avec ce genre d'outils, c'est que tu as souvent des grosses banques de recettes avec. Donc ça te permet de... Tu Oui, peux mais aussi des filtrer par recettes... aliment et d'avoir des idées, tu vois. La recette, tu n'es pas obligé de la suivre au pied de la lettre, hein. Tu adaptes, tu enlèves ce qui ne te plaît pas, tu vois, tu bricoles, quoi. Mais Oui. ça peut te donner des idées de choses à travailler. Et c'est vrai que moi, pour le coup, aussi, j'ai une dyspraxie. Donc, du Dyspraxie, tu coup, peux redire ce que c'est? c'est tout ce qui est manuel, en fait, c'est compliqué. D'accord. Donc, du coup, c'est vrai que ça aide pas non plus. Ouais. Voilà. Mais au niveau de l'organisation aussi, je crois, les dyspraxiques ont un peu de mal à, comment Bah, dire, ça dépend, ouais, à le respecter vernis, l'ordre des choses. Et donc, pour une recette, par exemple, ça peut être compliqué. tout ça. Enfin, ça va encore, mais moi, par exemple, le vernis, j'ai mis beaucoup de temps à l'avoir. Mhm. Il y a beaucoup de trucs que, voilà, même par rapport aussi à l'intégration. Enfin, il y a beaucoup de choses, du coup, qui rentrent aussi en jeu, du coup, qui aident pas forcément avec la dysoralité, tout ça. Mais voilà, quoi. Du coup. Mais apparemment, pas tous les néophobes ont une dyspraxie, mais il y en a qui ont souvent une dyspraxie. Enfin, ça dépend. Ouais, alors je pense que effectivement, tout le monde n'en a pas, mais c'est peut-être moins vrai dans l'autre sens. C'est comme avec l'autisme. C'est pas parce qu'on souffre de troubles de l'oralité qu'on souffre de troubles autistiques. En revanche, plus de 90% des personnes souffrant du trouble autistique, ou du spectre autistique, souffrent de troubles de l'oralité. C'est un des symptômes très, 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 très fréquents dans l'autisme. Et j'ai pas les chiffres du coup pour tous les troubles 10, mais je pense que c'est un petit peu la même chose. Ça fait partie en fait d'un ensemble de choses, mais c'est pas pour autant que c'est vrai dans l'autre sens en fait. Est-ce que vous avez encore des questions, les filles? Bah, moi, non. C'est très bien. C'était Super. très bien. Ça Super. donne plein d'idées. C'est cool. Ouais, est-ce que Moi, il y j'ai a une petite question. Ouais, juste avant ta question, Ouais. est-ce que chacune, il y a une idée que vous retenez ce soir et que vous vous dites, allez, ce truc-là, je vais essayer de le travailler. Ah ouais. Je challenge un peu. Bah, moi, pour le coup, c'est vrai que le basilic, je pense que ça Basilic peut and être un pesto. truc Ouais, accessible, en fait, tu vois. C'est carrément. suffisamment accessible pour moi parce que comme j'ai déjà Ouais. goûté le basilic et que j'aime bien l'odeur et que j'ai bien aimé le goût, je me dis que c'est vrai que je peux faire des petits bouts avec du basilic, mais du coup, du basilic frais, je pense que ça Ouais. serait mieux parce que si Pour c'est. Parce commencer, que ouais. en fait, moi, j'avais fait pousser du basilic et je l'avais fait sécher. Et du coup, Oui, je commence l'utilise frais. Tu pour les n'auras pas sauces la même tomates et tout. texture. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, je partirais bien là-dessus. Basilic puis pesto, du coup. Oui,
par la suite, ouais, ça serait bien. Carrément. Et comme ça, tu as une porte d'entrée vers les sauces. Bah ouais, c'est ça. Super. Amélie, une idée Moi, à je retenir de connaissais tout ça? pas, je connaissais pas le pesto d'épinards, même le pesto de mâche, et non plus, je savais pas qu'il existait du ketchup sans sucre et du curry apparemment qui est doux. Enfin, j'ai Ouais. noté plein de En fait, choses le du curry, coup. tu peux faire soit crème fraîche, soit crème de coco ou lait de coco, avec un tout petit peu d'épices, en fait. Ouais, mais ça, c'est Donc, trop sucré. Ce mélange sucré-salé, bah, si tu fais avec la crème fraîche, tu n'auras pas le sucré salé, du coup. D'accord. Et les épices, du coup, le curry, tu en mets un tout petit peu au début. Et tu pourras augmenter à ta convenance au fur et à mesure. D'accord. Et du coup, ça fait plein d'idées, c'est génial. Et Maëva, une idée à retenir que tu te sentirais prête à travailler? Moi, j'ai toujours voulu incorporer plus de tomates à mon alimentation, parce que je sais que je peux en manger via les pizzas et tout ça. Sauf que du coup, j'hésitais toujours à cause des sauces avec les morceaux. Donc là, l'idée du tomate coulis, je Ouais, pense que ça pourrait être vraiment chouette à incorporer aux pâtes et en plus pouvoir mettre carrément. des épices, parce que j'aime les épices, donc je me dis ça peut être pas mal Ouais, de mêler les deux. ouais. Les sauces tomates sans morceaux, tomates basilic, par exemple. Oui. Carrément. Et ben, c'est trop cool, vous repartez toutes avec quelque chose, je suis trop contente. Amélie, tu avais une question? Oui, rien à voir, mais comment on peut travailler les boissons gazeuses? Parce que moi, c'est pas possible, hein. Eh ben, écoute, moi, c'est mon travail là depuis cet été. Je prends de la vitamine D tous les matins. Et du coup, je l'ai prise. Alors, il y a plusieurs. La vitamine C, pardon. Il y a plusieurs formes de vitamine C. Moi, j'ai choisi de la prendre justement en effervescent pour travailler le gazeux. Parce que, en fait, comme c'est un médicament, je me dis, bah, j'ai pas le choix, il faut que je le prenne. Et du coup, bah, tous les matins, depuis cet été, je bois mon verre de trucs effervescents avec les bulles là. Et petit à petit, bah, c'est de moins en moins difficile. Et c'est comme ça que j'ai trouvé comment travailler le gazeux pour m'habituer petit à petit aux bulles. Mais ça te fait pas mal? Bah écoute, c'est de moins en moins compliqué de le boire. Donc, Parce que moi, ça me... Enfin, vous allez me prendre pour une folle, mais ça m'électrifie. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça me... si, Ça je vois. picote, ouais. Ouais, ce que tu peux Enfin, faire ça aussi, picote beaucoup plus, c'est... ça te fait super mal. Enfin, j'ai l'impression que c'est une torture de boire, ne Tu serait-ce que... peux... Après, peut-être que tu pourrais, du coup, tu sais, genre des fois, quand du coca, si tu le laisses trop longtemps ouvert, après il Ouais, perd son gaz. Du coup, tu pourrais peut-être tester de dégazéifier comme ça, laisser ton coca ouvert. exactement ce que j'allais dire, ouais. Tu peux effectivement laisser ta boisson, alors Coca ou un autre, peu importe, Oui, j'ai dit n'importe quelle boisson coca, gazeuse, c'était pour l'exemple. tu le laisses ouvert plusieurs jours. Du coup, il va perdre en gaz et du coup, il va être beaucoup moins fort. Et quand tu te le sers, tu prends une cuillère et tu remues pour faire Ouais. remonter le gaz en fait. Et du coup, il va y avoir beaucoup moins de gaz. Et tu commences comme ça. Et encore une fois, on est dans le progressif. Donc plus ça va, moins tu vas remuer. Et plus ça va, moins tu vas attendre 2 jours après avoir ouvert ta bouteille pour réussir à le boire en fait. D'accord. Ouais, parce que c'est ce que j'avais déjà fait avec l'orthophonie, du coup, qui m'avait conseillé d'enlever les bulles. Ouais. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que enfin, pour le travailler au quotidien, il n'y a pas y a pas de solution miracle, quoi. Bah, Mm. ça va, en fait, voilà, ça va être. Si vraiment, même en faisant ça, comme on t'a dit, c'est trop compliqué, bah, malheureusement, j'ai pas vraiment de solution miracle pour toi. Mais ça va être de commencer par le moins gazeux possible, on va dire, et petit à petit d'aller vers quelque chose qui se rapproche le plus des sodas qui peuvent exister aujourd'hui, quoi. Et tu bois déjà des boissons sucrées? C'était Oasis, grenadine, Oui. voilà Mm. quoi. Oui, donc en soi, le sucré, ça te dérange pas, c'est vraiment les bulles, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. C'est Après, pas. si ça peut aider, moi, j'ai fait quelque chose. J'avais une soda stream avant, le truc qui permet de gazéifier n'importe quelle Ouais. boisson. Et je sais qu'on peut maîtriser en fait Ah, mais justement trop bien. le gaz qui peut être mis. Et du coup, je me souviens que quand je faisais qu'un seul pchit de gaz dans la bouteille, c'était très 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 léger. On avait un peu le goût du gaz et on peut vraiment maîtriser les bulles dedans. Et je pense que ça peut être vraiment pas mal pour t'aider. D'accord.
Ok. Bah, après, il faut avoir une soda stream, mais Ouais, bah ok. si t'as Ça quelqu'un implique dans un petit ton entourage, investissement, ouais. ouais. Mais d'accord, Après, ok, ouais, ouais. je pense que ça peut être une bonne première étape en vrai, parce que tu peux vraiment maîtriser comme tu veux. Et rien Ah. à voir, mais je viens de penser à un truc, parce qu'en fait, ma copine m'avait envoyé quelque chose. Vous connaissez la miraculine ou pas du tout? Ah, Non. c'est pas un peu comme de la spiruline? Appara- apparemment, c'est un produit que tu achètes et en fait qui te met un goût qui te change le goût. Ah oui, 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 je vois quoi. C'est un genre de Euh, baie, je crois. Il me semble que c'est même rouge. Et en fait, mais j'ai genre, jamais tu peux testé même un, croquer dans un citron et en fait, tu as l'impression que le citron est sucré. Mais c'est hyper cher. J'avais vu. En fait, je l'avais vu dans une série, je crois, ou une vidéo en tout cas. Et après, j'étais allée voir en mode, c'est pas possible, ça n'existe pas ce truc. Et du coup, j'avais regardé et effectivement, ça existe, mais je sais que c'était hyper cher. Alors peut-être que si c'est à la mode, peut-être que Mais moi, le ce que prix est j'avais peur, moins cher c'était que maintenant. le site n'était pas, enfin, il me paraissait pas sérieux en fait. Oui, ouais, Donc je me c'est un truc suis d'arnaque. Ouais. et pour trouver ça en pharmacie, parce que moi du coup je travaille en pharmacie, Mhm, enfin à l'hôpital, mais et c'est vrai que même pour trouver ça dans les pharmacies d'officine, etc., c'est compliqué. mhm. Bah écoute, Là, je moi c'est vrai que suis j'en ai sur jamais Google trouvé et en vrai, ils hein. disent Mhm. pourquoi la miraculine est interdite, tu vois. Donc, du coup, je sais pas à quel point, Mhm. Ah, à quel point tu peux la trouver facilement. Je ne sais pas. Après, je sais pas si c'est vraiment ce à quoi je pense, hein, ce dont j'ai parlé il y a 2 Si, minutes. de ce que dit Google, c'est bien ça. C'est bien ça? Ouais. Ouais. Voilà, parce que je me souvenais même plus du nom, mais c'est vrai que parce je que m'étais dit, punaise, mais il me faut ça. Il me faut ça dans ma vie, je pourrais manger n'importe quoi. Avec la bah oui, moi miraculine, aussi. ces yaourts souvent acides sans sucre auront un goût sucré, doux et savoureux. Donc oui, je pense que c'est bien ça. Mais ouais, je ne sais pas. Baie du miracle et le sucre sans calories. Parce que de base, je crois que c'est pour ceux qui veulent pas grossir, il me semble. Ah oui. Enfin, Ouais, ça fait partie des édulcorants, quoi. mais mais c'est vrai que pour trouver ça, enfin, ce serait miraculeux si j'arrivais à en trouver. Apparemment, il y en a sur Amazon si tu veux regarder. Je regarderai, mais c'est vrai que j'avais pas trop faim. Ouais, c'est. Ouais, bah oui, tous ces trucs-là, c'est pas évident. Ouais. Pour le coup, ça, je peux pas te conseiller, je connais pas du tout. Du coup, pour terminer, juste un petit mot sur mon accompagnement. Si jamais ça vous intéresse de travailler sur ce genre de technique, sur des aliments précis, moi, je vous propose un accompagnement sur 4 mois pour travailler entre 1 et 4 aliments. Donc, un premier mois où on va justement creuser sur quels aliments vous pourriez travailler en fonction de ce que vous mangez et ce vers quoi vous voulez aller. Donc, par exemple, si vous voulez aller vers la tomate, mais que c'est pas encore, c'est encore trop compliqué, bah, éventuellement, on peut envisager d'autres étapes intermédiaires dans l'objectif plus long terme de travailler la tomate. Mais donc, pendant un mois, on travaille vraiment sur la réflexion sur quels aliments on peut travailler et comment on peut travailler ces aliments. Et ensuite, pendant 3 mois, on se parle toutes les semaines pour suivre vos progrès, voir si par rapport au plan d'action qu'on a défini, c'est trop compliqué, trop facile, voilà, qu'on puisse réajuster au fur et à mesure. Et puis que je vous mette des petits coups de pied aux fesses de motivation aussi quand il y a besoin, parce que je sais que travailler un nouvel aliment, ça peut être un peu décourageant. Et puis quand on est seul, on a tendance à repousser et jamais s'y mettre. Donc l'idée, c'est aussi qu'on ait des rendez-vous réguliers pour vous pousser à vraiment passer à l'action. Donc ça, c'est un accompagnement du coup en individuel. Je l'ai fait cet été avec le groupe test, donc avec les 6 personnes que j'ai accompagnées cet été. Elles ont toutes goûté entre 2 et 3 aliments en moins de 3 mois. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et voilà, c'est pour ça que moi je propose cet accompagnement pour vous aider à mettre ça en place et à passer vraiment à l'action.
Donc, si jamais vous êtes intéressé justement par rapport à ce qu'on a pu discuter ce soir ou par rapport à d'autres aliments que vous voulez travailler pour que je vous accompagne, on peut se caler un appel pour s'en parler plus en détail et discuter de tout ça ensemble si ça vous intéresse. Voilà, et puis il est déjà 22h, donc je vous remercie pour cette heure et demie passée ensemble. C'était hyper intéressant, j'espère que vous avez appris plein de choses et puis que du coup, ça va vous inspirer pour la suite. Je proposerai le même type d'atelier le mois prochain sur les pommes de terre. S'il y a d'autres thèmes que vous avez envie que j'aborde en atelier comme ça, d'autres aliments, à partir desquels on part un peu en piste de plein d'idées. N'hésitez pas à me dire pour les prochains ateliers. Ça marche. Merci Voilà. à toi. Hein. C'était top. Oui, merci. Avec plaisir. Merci d'être venu. Et puis, du coup, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir s'arrêter là. Ça marche. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Hop, je coupe l'enregistrement. Salut, salut.